bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez BPI France, donc la diversité. Moi, je suis Carla Quinta, je travaille à la direction du développement durable et de la RSE de BPI France. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va explorer les liens entre la performance et la diversité. Et donc pour ça, je suis accompagnée de deux expertes, Stéphanie Chassario et Sandra Rouge. Et donc sans plus tarder, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Rouge Sandra, responsable RSE et communication dans l'entreprise SNRB. Stéphanie Chassario, enseignant-chercheur à Schema Business School, directrice de l'Académie Globalisation et engagée depuis longtemps sur les sujets des femmes dans les organisations et de la diversité. Sandra, est-ce que tu veux nous parler un peu plus en détail de SNRB, de ce que vous faites ? Avec très grand plaisir. Alors nous, notre entreprise SNRB, donc c'est Société Nouvelle Régionale du Bâtiment. On est implanté à Hermont-Aubonne dans le 95. Nous sommes une entreprise de BTP, une entreprise générale. Nous avons un chiffre d'affaires qui approxime les 40 millions d'euros en 2024. Nous avons une cinquantaine de salariés, un public assez masculin, il faut l'avouer. Et donc nous répondons principalement à la commande publique et notamment au marché public. Stéphanie, je te laisse parler de tes recherches et de ce que tu fais à Schema. Oui, alors quelques mots sur Schema Business School. Donc on est une institution de l'enseignement supérieur avec à peu près 11 000 étudiants, 9 campus. Moi, j'ai le plaisir d'être dans cette école depuis 19 ans, donc je m'y plais bien puisque je suis toujours là. Et en fait, je travaille depuis presque 20 ans sur les sujets de la diversité, de la place des femmes dans les organisations. Donc je vous laisse googliser, parce que nos étudiants ils font tout ça pour vérifier si ce qu'on dit est vrai. Donc googlisez-nous. Et donc moi je suis engagée de longue date. Alors je suis contente que ce sujet soit présent. Alors c'est vrai que Mistral et le chat, c'est vraiment important, mais la diversité c'est aussi important parce que c'est l'humain dans les organisations et c'est la place des individus dans l'organisation qui vont faire rouler l'intelligence artificielle. Donc on a besoin de diversité pour que justement l'intelligence artificielle ne reproduise pas nos biais cognitifs. Et j'espère qu'il en parle à côté. Voilà, donc merci d'être présent à cette masterclass. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, Stéphanie, une question pour toi. Pourquoi finalement, contrairement par exemple aux sujets environnementaux, pourquoi la diversité n'est pas si simple à mettre en œuvre en entreprise? Pourquoi ça reste un défi finalement? Alors, par le passé, il y a eu parfois un discours un petit peu simpliste autour de la diversité, comme quoi c'était super et comme on était différents, on allait tous s'aimer et que ça serait formidable. En fait, quand on creuse, aller vers l'autre qui ne nous ressemble pas, c'est un travail exigeant pour l'individu et les collectifs. Donc, il ne faut pas avoir cette vision un petit peu bisounours pour ceux qui connaissent la référence de ce sujet. D'abord, on parle des diversités. Il y a des profils très différents. Naturellement, en fait, cognitivement, nous sommes programmés pour aller vers ceux qui nous ressemblent, ce qu'on appelle la préférence pour l'homogamie. Donc, si vous arrivez et que vous mettez des gens très différents sans les préparer, ça ne va pas fonctionner. Il faut être très clair. Naturellement, notre cerveau est fait pour aller vers l'homogamie. Il y a donc une résistance comportementale aux différences parce qu'on ne va pas vers ce qu'on ne connaît pas. À ça vont s'ajouter des biais et des stéréotypes culturels. D'accord ? En fonction de notre culture, de notre environnement professionnel, vont s'ajouter à ces schémas cognitifs qui nous orientent vers l'homogamie des stéréotypes qui vont encore plus creuser la différence avec l'autre. Donc voilà, vous pourrez replacer heuristique si vous voulez. Et ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des effets systémiques, c'est-à-dire il y a la partie individuelle et il y a le contexte dans lequel on est, et tout ça va contribuer à créer de la résistance à la diversité. Je ne vais pas parler du contexte actuel où parfois vous avez un encouragement à finalement l'affrontement entre les diversités. Et donc vous avez là un terrain qui n'est pas facile pour mettre la diversité en place dans les entreprises. Donc quand on va vers ce sujet-là, il faut être un petit peu armé, comprendre comment fonctionnent les individus, comprendre comment fonctionnent les collectifs et mettre en place, je l'évoquerai tout à l'heure, un peu les dispositifs pour que ça marche. Mais il ne faut pas croire parce que vous mettez de la diversité ou vous engagez des gens différents dans votre entreprise que ça va marcher du premier coup. C'est un leurre de croire ça. D'accord ? La diversité, ça se travaille parce que vous avez un ensemble d'éléments barrières qu'il faut peu à peu désamorcer.
Donc on comprend que la diversité, ce n'est pas un sujet évident à appréhender. Pourtant, vous, Sandra, chez SNRB, vous êtes déjà très actif sur ce sujet. Qu'est-ce qui pousse finalement une PME du secteur de la construction à se mobiliser sur ces sujets-là ? Alors déjà, nous, historiquement, on a toujours été mobilisés. Pourquoi ? Parce que le BTP est un secteur extrêmement cosmopolite. Naturellement, on le voit, il y a énormément de nationalités qui sont déjà représentées dans notre secteur. Donc nous, ça a été le simple fait de formaliser quelque chose qui était déjà existant en réalité. Donc chez nous, dans notre entreprise SNRB, on a énormément de diversité. Au sein de notre entreprise, nous comptons 6 nationalités différentes représentées, sans compter les intérimaires et les insertions. Donc nous avons vraiment un très large public avec énormément de nationalités différentes. Et nous avons souhaité le formaliser. Pourquoi ? Déjà parce que c'est avant tout une richesse pour notre entreprise, pour notre image de marque, et c'est aussi fidéliser nos talents. Parce qu'en effet, prendre en compte les gens tels qu'ils sont, et les faire travailler dans un environnement qui est appréciable pour eux, fera ressortir les talents et donc fera que toute notre démarche RSE sera éthique et réellement sincère. Et notre but n'a pas été de se conformer juste pour la loi et juste pour suivre une réglementation quelconque, car toute notre démarche RSE repose exclusivement sur l'authenticité et nous ne sommes soumis à pas vraiment de loi en RSE, car nous sommes trop petits en termes de chiffre d'affaires et en termes de taille. Donc là, le but, ça a été de faire de la diversité une force pour cette entreprise, une véritable richesse et surtout, le plus important, de se démarquer de la concurrence. C'est intéressant parce qu'on comprend en fait que vous en avez fait un levier stratégique. Vous avez bien cerné les enjeux business derrière ça et vous en avez fait votre... Absolument. Donc on a vu que c'était un véritable business, un véritable enjeu et surtout on s'est dit qu'on allait prendre les salariés tels qu'ils sont et les encourager à s'exprimer. Donc que ce soit pour la diversité ou pour toutes les autres actions RSE au sein de l'entreprise, coulage de béton bas carbone et tout un tas d'autres actions, nous souhaitons que les salariés s'intègrent et le fassent d'eux-mêmes. Donc on va chercher les salariés sur leur propre combat personnel déjà de base. On n'est pas là pour on veut sensibiliser les salariés, mais on ne veut pas les forcer. Donc on a certains de nos salariés qui étaient déjà, avant que je fasse de la RSE en entreprise, car la RSE dans notre entreprise date seulement de 2023, les salariés étaient déjà très impliqués. On a par exemple une assistante de direction, que je salue, peut-être qu'elle va me regarder, Sophie Gourlot, qui est extraordinaire et qui est membre du Lions Club et qui fait plein d'actions pour le handicap par exemple, qui a créé une color run inclusive pour le handicap, et soutenu par mon entreprise financièrement, par SNRB. Voilà, donc en fait c'est systémique, c'est-à-dire que certains salariés étaient déjà adhérents de certaines associations dans le privé et ont décidé d'en parler à la direction de SNRB qui a été enthousiasme par le concept et a décidé de soutenir les actions personnelles de nos salariés. Donc c'est bien plus que finalement du business, ça part vraiment de conditions personnelles qui vont dans le milieu professionnel. Et c'est ça qui change réellement les choses. C'est une démarche très intéressante et ça donne des idées d'aller directement auprès des collaborateurs, sourcer des idées. Peut-être pour continuer, Stéphanie, là-dessus, quel lien on parvient à faire entre la diversité et la performance ? Alors, je vais partir aussi de l'exemple de Schema, puisque pour vous donner une idée, dans notre corps professoral permanent, on a à peu près 200 professeurs et on a 60% de professeurs d'origine étrangère. Voilà, ça vous donne, et à peu près 35% hommes-femmes. Et donc, en fait, là, nous, en termes de melting pot culturel, on est à notre... c'est plutôt pas mal. Et effectivement, nous, par exemple, la performance de notre école, elle est directement liée au degré d'internationalisation qu'on a et à la diversité culturelle que l'on a. Donc, la composition de notre corps professoral très diverse est important parce qu'on a des étudiants très divers. Donc, nous, on a appris à gérer avec ça. C'est pas toujours évident parce qu'on travaille pas toujours de la même façon. Alors, sur les études qui existent sur le lien entre performance et diversité, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas, si on entend la performance financière ou économique, je vais être très claire, il y a peu ou pas d'études qui montrent une relation de causalité directe. Comme ça, je clôt tout de suite le débat parce que sinon, il y a toujours oui, mais alors on ne sait pas vraiment. En fait, il faut penser sur une perception plus large de la notion de performance. Posez-vous la question, quel est le coût de ne pas le faire ? Quels sont les coûts cachés de ne pas le faire? Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et de voir aussi ce qui a trait à la performance sociale de l'entreprise et aussi quels sont des éléments, des facteurs que la diversité va amener pour contribuer à la diversité, à la performance, mais vous n'allez pas avoir une relation directe. Je m'explique, par exemple, recruter des talents.
Si vous recrutez de façon extrêmement homogène, toujours dans la même école, toujours le même profil, c'est vrai que c'est plus facile à manager. Clairement, parce que en fait, ils fonctionnent tous pareil. Par contre, si vous êtes dans une perspective d'ouverture de votre entreprise à des nouveaux marchés, à des nouveaux contextes, si vous voulez avoir des façons de penser différentes, là, vous allez avoir besoin d'élargir votre bassin de recrutement, par exemple. Et c'est aussi un petit peu dommage. Par exemple, j'interpelle des entreprises qui n'engagent que des hommes. En fait, en France, il y a quand même des pourcentages de formation des femmes qui sont plus diplômées que les hommes. Ça peut être intéressant d'enrichir son bassin de recrutement. Donc ça, c'est un point important. Diversité des compétences pour refléter finalement la société aussi. Il y a aussi un principe démographique. Hein. Si j'élargis par rapport, si on regarde dans les pays occidentaux particulièrement, la courbe démographique fait qu'aujourd'hui, s'intéresser au public, il y a beaucoup de travaux très intéressants en gestion des ressources humaines sur engager les populations migrantes ou les populations exilées. Et il y a un gros travail à faire sur comment intégrer ces populations qui de toute façon vont arriver du fait des changements climatiques. Toutes les prévisions le disent. Donc préparons-nous aussi à comment on intègre ces populations qui arrivent sur nos territoires. Et aussi, il y a beaucoup de travaux très intéressants sur l'intégration des personnes neuroatypiques. Donc ça, c'est les sujets de recherche aujourd'hui parce qu'on sait qu'on doit, en tout cas, on va vers ce champ-là d'aller recruter des personnes auxquelles on n'est pas encore habitué. Et donc, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et comment on va faire vivre ensemble ces collectifs-là. Travailler sur les personnes, c'est bien, mais il faut aussi travailler sur l'organisation. C'est-à-dire que parfois, l'insertion de la diversité dans les entreprises, on se dit, allez, on vous engage, on empêche 2-3 femmes, on les met, on dit, bon, maintenant, acclimatez-vous. Je vais y revenir tout à l'heure, il y a quand même un gros travail de préparation des collectifs, de l'organisation et de comprendre comment l'entreprise les reçoit. Ce n'est pas juste aux individus de s'acclimater. J'ai eu pas mal de personnes, de chefs d'entreprise, qui disent, tu sais Stéphanie, on a recruté 1 ou 2 femmes là, dans le comité de direction, mais en fait, ça ne marche pas. Au bout d'1 an, 1 an et demi, elles s'en vont. Et visiblement, elles n'aiment pas ça. Bon. Peut-être que le problème, il ne se situe pas juste au niveau des personnes qu'on a engagées, mais de la façon dont elle a reçu. Donc, il faut penser de façon un peu plus large et la performance, elle vient finalement de repenser ces processus de recrutement, de penser un petit peu comment on les accueille et vous allez avoir une diversité dans la réflexion. Les études qui se portent par exemple sur la performance des conseils d'administration, on en a un peu plus maintenant à cause de la loi Copé-Zimmermann pour lequel on a un peu de retour, montre quand même clairement une orientation des sujets différente à partir du moment où vous avez une composition plus diverse du conseil d'administration et parfois des comportements qui bougent dans le processus même de prise de décision. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention, la performance dans un sens élargi, quel est le coût à ne pas le faire et d'aller comprendre que c'est un facteur intermédiaire vers la performance finale. J'espère que j'ai été claire. Très clair, je pense. Et tu commences à en parler, du coup. Quels sont les enjeux derrière la diversité? Tu évoques un peu la formation, les challenges organisationnels, tout ce que les entreprises doivent gérer, oui. En fait, derrière ça. Alors, il y a un ensemble de dispositifs. Alors, je vous ai fait une petite liste à la Prévert. Vous m'excuserez, elle n'est pas forcément... organisé, mais évidemment, vous pouvez faire plusieurs types d'actions. Orientées vers les individus, bon, l'accompagnement des femmes dans votre entreprise, c'est toujours important. Constituer des groupes, des réseaux, la notion de réseautage est importante. De voir comment vous pensez vos plans de carrière, ça veut aussi dire, par exemple, mise à plat des processus RH de promotion, de rémunération, parce qu'il y a toujours des écarts salariaux, quand même, je tiens à le rappeler. De voir comment vous recrutez, quels sont les biais dans votre recrutement. Est-ce que vous demandez encore un détail sur la famille, des choses comme ça? Parce que même si on sait qu'on n'a pas le droit de le faire, en fait, on a encore des RH qui le font. Et puis après, il y a aussi tout un travail à faire sur la mise à plat de nos processus en interne. Comment est organisé le travail? À quel moment sont faites les réunions dans la journée? Comment s'organisent les réunions elles-mêmes? Comment se passe la prise de décision dans vos réunions? Comment se passe la prise de parole? Alors vous connaissez le fameux le temps de parole dans une réunion quand il y a des hommes et des femmes. En fait, on se rend compte que le temps de parole est plutôt pris par des hommes. Donc comment
peut-être par la mise en place d'un modérateur, on s'assure d'organiser différemment les réunions pour laisser la place. Comment aussi votre iconographie, c'est toujours intéressant de voir dans vos plaquettes d'entreprise qui est représenté, comment sont prises les photos, est-ce qu'on n'a que des hommes, est-ce qu'on a des hommes et des femmes, en tout cas, quelle image vous donnez à voir de votre entreprise. Et il y a aussi tout un travail sur lequel moi j'insiste, sur les réflexions collectives. Alors c'est vrai que je travaille beaucoup sur les femmes, au sein de l'entreprise sur la mixité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser ces questions-là en excluant les hommes de l'entreprise, parce que c'est eux qui vont accueillir ces femmes-là. Donc il y a un travail de réflexion collective, à savoir comment ensemble on veut créer une entreprise dans laquelle on accueille toutes les différences, et en particulier hommes-femmes, parce que moi c'est le sujet qui me concerne le plus. Mais ça veut dire qu'en amont, vous avez un travail de préparation des esprits à faire. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, la diversité peut être un projet extrêmement fédérateur. Avec tout ce qu'on voit à l'écran, on peut impliquer énormément de collaborateurs différents sur le sujet. Et c'est un peu ce que tu disais, en fait, Sandra, précédemment. Est-ce que peut-être, d'ailleurs, Sandra, tu veux nous expliquer un peu plus en détail ce que vous avez déployé en termes d'action chez SNRB et comment vous y êtes pris finalement ? Tout simplement, déjà, la diversité était déjà présente. Donc là, je le redis et répète. Et donc, du coup, ce qui a été, c'est juste de formaliser et surtout d'imprégner les équipes. Donc, premièrement, on fait énormément d'événements en interne pour déjà mettre en valeur notre corps de métier et y intégrer l'intégralité du personnel. Pas exclusivement les gens du bureau, pas exclusivement les ingénieurs ou pas exclusivement les gens de chantier. Déjà, on a aussi une énorme diversité, c'est une diversité de métiers en interne à notre entreprise. On a des coffreurs, on a des boiseurs, on a des grutiers, on a aussi des ingénieurs travaux, on a des comptables. On a vraiment tout un panel de métiers et on fait aussi une énorme diversité dans ce qu'on construit. On construit avec du béton coloré rouge, on construit avec du béton coloré noir, du béton coloré blanc. Donc on s'est dit, la diversité, c'est bien, elle est partout, elle est même chez nos clients. Et elle doit être aussi en interne à l'entreprise. Donc du coup, on a tout formalisé. Et on a fait en sorte qu'il y ait énormément d'événements autour. On organise des barbecues notamment sur nos chantiers et on respecte les traditions du bâtiment avec notamment des gigobitumes où on invite l'intégralité de nos salariés à partager des moments ensemble et à pouvoir partager des moments qui sont autres que professionnels pour qu'il y ait une véritable cohésion d'équipe. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, on a fait une politique de diversité et d'inclusion pour vraiment engager pas exclusivement nous-mêmes, mais aussi nos partenaires, sous-traitants, fournisseurs, où on va annexer cette politique dans la signature des contrats. Donc les contrats de sous-traitance, les contrats qu'on va signer pour réaliser nos prestations. Voilà. Donc le but, c'est vraiment pas de le faire que pour nous, c'est aussi de le faire pour tout un écosystème et d'engager réellement tout ce qui se passe autour de nous pour la diversité et bien entendu pour plein d'autres actions, que ce soit pour l'environnement ou pour d'autres actions RSE que notre entreprise pourrait faire. Le tout, c'est vraiment d'avoir une véritable synergie entre la direction aussi et le reste des salariés et pas qu'il y ait une fissure entre. Donc là, le but, c'est vraiment d'intégrer tout le monde et de vraiment pouvoir agir en conséquence. C'est très inspirant. On voit que vous déployez à la fois des actions court, moyen, long terme et que tout ça, ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale qui part aussi de la direction, il faut le dire. Absolument. Et il y a aussi d'autres actions qui ont été faites avec notamment l'ouverture de nos chantiers. Nous adorons le faire. Nous l'avons fait pas plus tard qu'avant-hier. L'ouverture samedi, oui. Pour la journée des patrimoines aux ateliers Médicis, qui est un de nos chantiers à Clichy-Montfermeil. Nous avons accueilli pas moins de 150 personnes sur notre chantier, avec notamment tout un quartier qui était autour du chantier, pour vraiment montrer que notre entreprise ne fait pas que construire des bâtiments, elle construit pour les générations futures. Donc là, le but, ça a été d'ouvrir nos chantiers. On a également ouvert nos chantiers pour le 8 mars, où nous avons accueilli 60 femmes chefs d'entreprise pour leur montrer que notre métier est accessible également aux femmes. Il y a également eu d'autres actions avec l'intervention dans des collèges et dans des lycées où j'ai personnellement du coup pu intervenir pour motiver les jeunes filles via l'association Elle Bouge pour intégrer les métiers du BTP et prouver que ce n'est pas exclusivement une affaire d'hommes mais bien une affaire d'équipe, hommes et femmes confondus. Ce que je trouve intéressant du cas de Sandra, c'est que parfois sur la question de l'égalité femmes-hommes ou de la diversité, les entreprises pourrait avoir la tentation de faire des one-shots. En fait, on fait un événement, un autre événement, un autre événement. Ce qui est intéressant dans le cas de Sandra, c'est quand ça s'inscrit en fait sur une stratégie globale, où les événements sont reliés, où il y a des
de la mesure, parce qu'en fait, ce qu'on ne mesure pas, on ne le connaît pas. Et donc, c'est vraiment comment vous arrivez à mettre, dans le monde de l'entreprise, on aime bien les KPI, donc mettre des KPI diversité pour mesurer, rendre visible ce qui se passe. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut mesurer quels sont les effets. Et donc, parce que la tentation, elle est forte. Hein. Enfin, moi, j'en parlais juste avant de rentrer, le 8 mars. Alors, le 8 mars, j'ai beaucoup de sollicitations. Et puis après, morne pleine. Bon, très bien, mais ça suffira pas juste le 8 mars. Okay, donc, c'est vraiment comment on s'inscrit sur des actions en interne, en lien avec l'externe, les individus, les collectifs. On peut avoir des beaux tableaux de bord qui font le lien entre ces actions. Et là, seulement, ça va changer, mais ça va prendre du temps. Parce que là, comme je le disais au tout début, c'est les schémas mentaux des personnes, c'est des habitudes qui sont ancrées, des habitudes culturelles. Et puis, c'est aussi une volonté morale, hein, c'est un engagement. Hein. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas d'égalité. Okay, donc, c'est un choix de société de faire l'égalité. Oui, il faut rappeler que oui, c'est avant tout une question morale et d'éthique. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans le cas de SNRB et de toi, Sandra, c'est que vous mobilisez en fait toutes vos parties prenantes. Et ça aussi, c'est une vraie victoire finalement. Absolument. On a basé notre stratégie RSE sur 4 piliers. Et il y a un des piliers de la stratégie RSE qui est sur engager nos partenaires et donc engager tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est plus petite que la nôtre, on doit l'engager à faire plein d'actions RSE ou à se lancer en RSE et pas exclusivement pour la diversité. Ça peut être pour produire des matériaux avec un indice carbone beaucoup plus bas. Ça peut être beaucoup d'actions dont je ne veux pas parler maintenant parce que le thème c'est la diversité, mais je vous invite à aller sur notre site internet, le site internet de SNRB, pour regarder les diverses actions que nous faisons sur le réemploi, sur la construction bas carbone et sur tout un tas d'autres actions que nous faisons et que nous allons continuer de mener et que nous allons continuer d'instaurer, voire d'innover. Oui, il y a un véritable cercle vertueux qui, je pense, peut être mobilisé dans d'autres entreprises, en fait, finalement. Absolument. Et puis, en plus, vous restez mobilisé dans une période et dans un contexte un petit peu sous tension sur ces questions sociales, sur ces sujets-là. Peut-être, Stéphanie, dans la recherche, quelles sont les grandes tendances, finalement, identifiées sur la diversité ? Alors, il y a un petit écart là. C'est-à-dire que dans le monde de la recherche, c'est très actif sur les diversités. Parce qu'effectivement, je vous parlais des recherches sur les neuroatypiques, les recherches, les gender studies qui sont très populaires à certains endroits, les recherches culturelles. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs dits du Sud global, hein, donc qui travaillent et qui apportent aussi la vision du continent africain, de l'Amérique du Sud ou de l'Asie. Donc, on a une grande diversité de recherches, ce qu'il n'y avait pas avant. Clairement, il faut dire, avant, le monde était dominé par les recherches issues des États-Unis et du nord de l'Europe. Donc, en parallèle de ça, effectivement, je ne vais pas évoquer le contexte global outre-Atlantique, mais c'est un peu tendu. Et dans le monde de la recherche, ça paraît déjà, puisque nous, on a beaucoup de collaborations internationales. Beaucoup de recherches sont financées dans les universités nord-américaines et aujourd'hui, tous les budgets sont coupés. Donc, c'est très clair. Il y a une menace très forte là-dessus. Je ne parle pas des entreprises qui, et je le comprends parfaitement du fait de leur internationalisation, vont en Amérique du Nord et dans lequel il a clairement été dit on ne veut plus voir le mot diversité, on ne veut plus voir le mot climate change, ni sustainability. Donc je vous référerai, je pense à ma collègue Evan Easton. Nous on le voit et derrière c'est intéressant puisqu'on est à la phase de recrutement de nos professeurs. Nous avons beaucoup de CV qui viennent d'universités nord-américaines actuellement. Voilà. Donc c'est pas parce que nous on semble bien partis que. Alors je ne pense pas qu'il y aura un retour en arrière, mais clairement il y a des courants assez conservateurs, si je puis utiliser un euphémisme, qui s'expriment. Donc on a la recherche qui continue de travailler pour l'instant, et puis on a le monde qui nous entoure où ça brasse un peu, si vous me permettez l'expression. Donc l'idée, c'est comment, à l'intérieur de ça, on fonctionne. En tout cas, dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a des attentes générationnelles, des attentes des individus qui sont très clairement orientées vers la reconnaissance de cette diversité. At Great Place to Work, les salariés, en fait, quand ils voient un lieu divers, et si j'en juge par nos écoles de commerce qui sont pleines d'étudiants de plein de profils différents, ça donne quelque chose qui est assez formidable et que les gens viennent rechercher. Donc vous avez ce climat de tension qui est assez fort actuellement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises ? Les entreprises, si elles veulent recruter ces viviers pleines de ressources diverses, je pense qu'il faut être transparent sur ces politiques RH. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit.
Ça, c'est un point important. Il y a un travail d'analyse. Personne ne peut être parfait, mais la transparence aujourd'hui est appréciée. Et de voir qu'une entreprise qui fait des efforts là-dedans, ça va attirer des profils différents et ça va quand même être très important. Ce qui est important dans les entreprises, parce que nous-mêmes, on s'attend à ce que les tensions externes rentrent dans les entreprises, que ce soit au sujet de la religion, au sujet du gender gap, que ce soit au sujet culturel, ça va probablement arriver. Donc il faut aussi se préparer à ça, c'est-à-dire comment on communique entre nous. Peut-être des formations en communication non violente vont s'avérer extrêmement pertinentes par les temps qui courent. Peut-être d'identifier des gens qui vont modérer, comprendre, ça va être des choses importantes. Moi, ce que j'avais mis ici aussi, qui sont des sujets qui peuvent fédérer, ce que j'avais vu dans des entreprises, c'est que par exemple, travailler sur des sujets autour de la qualité de vie au travail, de la santé-sécurité, de la parentalité, ça peut être des sujets où vous allez fédérer sans créer trop de tension. Enfin, ça dépend du contexte de votre entreprise. Attention, hein, je parle en général, s'il y a beaucoup d'accidents du travail, ça va être un sujet de tension. Mais c'est là où vous allez pouvoir apprendre aux gens à travailler ensemble, à se découvrir, à se connaître. Et ça peut être la porte vers autre chose. D'accord ? Vous pouvez commencer comme ça. Après, je vais attirer deux choses que moi j'observe. Donc la tentation du backlash, c'est-à-dire on revient en arrière. J'espère que ce ne sera pas le cas dans le contexte européen, mais je pense qu'il faut être vigilant. Et puis un autre phénomène qu'on observe, c'est ce qu'on appelle le gender fatigue, c'est-à-dire la fatigue d'un certain nombre de personnes d'entendre parler de ces sujets. Et en fait, ça fait 20, 25 ans, c'est peut-être bon, hein, finalement, on y est arrivé. Alors, on peut avoir l'impression qu'on en parle beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'en a jamais autant parlé. Mes cheveux gris me permettent d'avoir une petite rétrospective. Et c'est vrai que, ne serait-ce que d'avoir ce sujet-là à Big, chapeau, c'est assez, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que dans l'environnement, on en parle beaucoup. Les jeunes en parlent beaucoup aussi dans les universités, dans les collèges, tout au long de leur parcours scolaire. Et au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude d'entendre toujours parler de la même chose en se disant bon, ça doit être résolu quand même ce problème. Dans les faits, ça ne l'est pas. Mais le fait qu'on en parle beaucoup crée une fatigue autour de ça. Et le risque, c'est de dire bon, allez, comme on en a marre d'en entendre parler, on arrête, on n'en fait plus rien. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais moi, je suis un peu vigilante sur ces sujets-là parce que c'est une petite musique qu'on entend, un signal faible qui ne devrait pas, j'espère, devenir un signal fort. Voilà, donc c'est un peu, mais en même temps, il y a des choses qui se passent, mais en même temps, soyons vigilants. Il y a autour de nous, même en Europe, une certaine déconstruction des droits des femmes et des minorités qui apparaissent dans un certain nombre de pays qui sont un petit peu inquiétantes. Donc, l'égalité, c'est un principe moral, c'est un principe éthique. On a tous à y gagner. C'est la performance de notre société, je pense aussi. Des sociétés et de notre société. Bien sûr, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce que tu dis là-dedans, Stéphanie, c'est qu'il y a des actions, des premières mesures qui peuvent être accessibles. Si on prend, par exemple, l'objet du coût, qui peut être une question récurrente chez les dirigeants d'entreprise. Toi, peut-être, Sandra, chez SNRB, est-ce que vous arrivez à appréhender le coût que ça vous coûte une telle démarche et peut-être les bénéfices, les gains financiers que vous en tirez ? Alors, le gain financier n'est pas réellement mesurable, parce qu'en effet, quand il y a des appels d'offres qui sont lancés, nous, on essaye d'y répondre, et dans certaines appels d'offres, pas dans toutes, on a des clauses, notamment de diversité et d'inclusion, où on demande à toutes les entreprises qui concourent à l'appel d'offres d'y répondre. Alors, dans ce genre de clause, on va nous demander, par exemple, avez-vous une charte de diversité et d'inclusion, certains KPI qu'on pourrait avoir, etc. Bon, alors, forcément, ce genre d'action, on les fait, mais on ne sait pas les quantifier financièrement. Est-ce qu'on a décroché le chantier grâce à la diversité et l'inclusion, ou est-ce qu'on aura décroché le chantier parce qu'on a été performant techniquement, économiquement, ou par exemple au niveau du carbone ? Voilà, donc là, ça c'est la réelle question à se poser. Donc, quantifier financièrement, c'est très difficile à faire. En revanche, nous aussi en interne, on a un concept avec la direction, c'est qu'on n'a pas de réel... de budget en termes de RSE, par exemple. C'est si l'idée est excellente, on en débat et on la fait, même si elle va coûter cher ou peut-être pas cher, mais on la met en place et c'est si l'idée est vraiment performante. Sinon, on n'a pas, par exemple, 50 000 € alloués à la RSE chaque année. Non, c'est vraiment le béton bas carbone, plus on peut en couler, mieux ce sera. On essaye de créer des partenariats, combien ça va coûter ? Peut-être que ça va coûter cher, peut-être moins. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'on a peut-être remporté des chantiers grâce à ça.
Peut-être, c'est pas sûr. Et peut-être que du coup, nos salariés se sentent très très bien. Et ça, par contre, on a réussi à le voir. Nous, on a un indice que je suis et que je suis très intéressée par ça. C'est qu'on a 12 ans d'ancienneté moyen dans notre entreprise. Ce qui veut dire que si les gens n'étaient pas contents, ils seraient partis depuis longtemps. Donc ça veut dire que tout ce qui est diversité, tout ce qui est inclusion et tous les autres sujets où on prend en compte réellement le salarié, ça les touche, ils aiment bien et ils restent chez nous. Et c'est pour ça que notre PME est une PME familiale, où il y a énormément de salariés qui sont là depuis très longtemps, hein. Je pense à certains de mes collègues qui sont chefs de chantier depuis plus de 30 ans chez nous. Donc je pense que si ils étaient mécontents, ils seraient partis depuis très très longtemps. Et les jeunes talents comme moi, parce que j'ai que 24 ans, et je suis très jeune diplômée depuis seulement 2 ans, je pense que j'aurais pas été attirée par cette entreprise si tout n'avait pas été si intéressant que ça. Je serais partie ailleurs. En fait, l'humain est vraiment placé au centre des décisions, au centre de Absolument. votre... C'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on interfère entre nous. Et moi, je salue particulièrement aussi la direction et notamment notre président Mahmoud Kakir, qui a pris la direction depuis à peu près 2 ans et qui a été extrêmement performant. Et Monsieur Anastasio, qui a été notre président pendant très longtemps avant Monsieur Kakir. Et Monsieur Kakir a été génial dans énormément de choses. Par exemple, pour la Saint-Valentin, il offre des bouquets de fleurs à l'intégralité des salariés, masculins et féminins. Parce qu'ils pensent que le fait de recevoir des fleurs n'est pas uniquement une affaire de femmes. Comme ça, les hommes ont pu se le garder pour eux ou l'offrir à leurs femmes. Et les femmes de l'entreprise étaient très heureuses aussi. Donc comme quoi, il fait énormément d'actions. On ouvre tout le temps nos chantiers. Il y a tout le temps des fois où on mange des pizzas tous ensemble. C'est vraiment axé sur l'humain avant tout. Bon, comme dans toutes les entreprises, évidemment, il va y avoir de temps en temps un peu de rififi. Mais on s'en sort toujours super bien et tout le monde arrive à communiquer, c'est plus important. Le dialogue doit être important. Le dialogue est très très important et même primordial. Bon, en tout cas, je pense que ça donne plein d'espoir. Oui, non, je vais compléter sur nous, la diversité de nos étudiants aussi. Et en fait, les générations qu'on arrive, alors c'est sûr que nous, on a une population type, hein, étudiants école de commerce internationale, avec plein de profils différents. Mais ils s'attendent à ça dans le monde de l'entreprise. C'est ça qu'ils attendent. Hein. C'est de l'écoute, du dialogue, des échanges. Il y a un engagement RSE qui est très fort chez nos étudiants. Et donc, voilà, ça veut dire qu'ils vont chercher des endroits où travailler, où ça s'aligne avec leurs attentes. En tout cas, nous, on le mesure extrêmement bien. Donc, voilà. Ouais, la diversité est un critère, et la RSE de manière générale, hein, qui s'intensifie. Tout à fait. Il nous reste une douzaine de minutes. On va pouvoir prendre des questions dans le public si vous le souhaitez. Est-ce qu'avant de passer aux questions, Stéphanie, Sandra, vous avez un message à faire passer, une première action à conseiller aux dirigeants et dirigeantes qui peuvent nous écouter, ou bien aux collaborateurs qui ont envie de travailler sur ces sujets? Est-ce que c'est pas d'aller voir leur direction et pousser ces sujets aussi? Ah oui, alors moi je pense qu'il faut, avant de se lancer, faites un diagnostic de votre entreprise au regard de la diversité homme-femme, parce qu'on est toujours un peu surpris quand on regarde les chiffres, et puis de former les gens à la diversité, c'est-à-dire pas juste recevoir de la diversité, mais savoir accueillir la différence pour que ça fonctionne. Et ça, c'est très clair. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner si vous ne préparez pas les équipes à accueillir des gens différents d'eux. Et même au concept même de diversité, parce qu'on y met tout derrière. Et moi, mon conseil, ça serait avant tout, avant de vouloir faire des KPI, des politiques et des choses qui sont formelles, mais il faut l'avouer un petit peu ennuyantes, privilégier avant tout les actions. Parce que c'est sur le terrain que ça se passe, c'est vraiment là où il faut aller. Et avant tout, avant même de lancer tout ce qui est RSE, que ce soit autre que pour la diversité ou pour la diversité, faites avant tout des actions et vous aurez le temps de mesurer et de formaliser plus tard. Ouais, c'est un long chemin et il faut bien démarrer quelque part. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'on repart avec de belles idées et des échanges très inspirants pour nos dirigeants d'entreprise. On a une dizaine de minutes pour prendre des questions, donc n'hésitez pas à les poser et on y répondra avec plaisir. Alors, pour les questions, je crois que... voilà, on va faire passer un micro, exactement. Ne soyez pas timide. Oui, ou des témoignages, tout à fait, effectivement. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Clément Damas,
Moi, je travaille au sein de BPI France et c'est vrai en ce moment, en plus, on se pose beaucoup de questions sur nos actions en matière de diversité. Et bien sûr, vous avez évoqué que dans diversité, on parle de plein de diversités différentes. Et juste un avis, juste pour avoir votre avis d'expert, est-ce que vous avez essayé la fresque de la diversité déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon outil de sensibilisation en interne? Alors, moi, je ne l'ai pas faite. J'ai fait d'autres choses parce qu'il y a beaucoup d'ateliers et de choses comme ça. Mais je pense que ça peut être des événements très fédérateurs pour au moins ouvrir le débat. Et il faut commencer par quelque chose. Et donc, ces événements structurés type fresque du climat, fresque de la diversité, fresque numérique. Nous, on avait fait aussi l'atelier d'automne. Puis après, moi, j'avais fait d'autres ateliers. Ça peut être un moyen d'engager le dialogue et la discussion. Par contre, si c'est juste un one-shot... Bon, c'est un peu dommage parce que vous avez coché la case pour votre bilan RSE sur la partie diversité, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et moi, je mets aussi un peu en garde parce que parfois, quand on lance des actions one-shot, en fait, on crée des attentes. Par exemple, vous avez sûrement dans vos entreprises des enquêtes qualité de vie au travail. Et ça, c'est le bon exemple, parce que souvent, dans la partie qualité de vie au travail, si on se raccorde aux accords interprofessionnels, la dimension diversité, égalité, elle est dans cette partie-là, qualité de vie au travail. Et en fait, si vous n'avez pas d'action derrière, en fait, vous créez un niveau d'attente. Et puis, en fait, il n'y a rien qui se passe. Et après, d'abord, l'année d'après, quand vous faites l'enquête, il n'y a plus personne qui répond et plus personne n'y croit. Donc, il faut être vigilant quand vous faites ça. C'est pour ça que moi, je trouve que le diagnostic, il est bien. Dans quel état est votre entreprise? Est-ce que vous êtes une entreprise où c'est relativement en paix ou c'est déjà, il y a le feu dans la maison, je ne sais pas s'il y a des tensions, vous êtes en situation de rachat, il y a beaucoup peut-être de problèmes avec les managers. Il faut choisir par quoi on commence en fonction du contexte de votre entreprise. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les risques psychosociaux. Vous ne faites pas une formation qualité de vie ou bien-être au travail si vous avez eu des suicides au travail. Okay, ça ne marche pas là. Enfin, c'est pareil. Si vous savez que vous n'êtes pas super bon sur certains chiffres, il faut être un petit peu wise et puis choisir une action qui ne va pas mettre le feu dans la maison. Donc, c'est pour ça que le diagnostic en amont, il est hyper important parce que vous allez organiser un événement plein de bonne volonté. Puis en fait, tout le monde va vous dire, d'accord, alors là, nous, ici, ça ne marche pas, et puis on prend le temps de faire un apéro égalité. Mais oui, il faut un peu serrer vos activités et le faire de façon intelligente, parce que sinon, vous vous décrédibilisez et vous allez diminuer l'investissement dans le politique. Donc, il faut faire un bilan faut être transparent avec soi-même dans son entreprise. On en est où ? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le climat? Et en fonction du climat, on lance les activités qui vont bien. Après, vous pouvez faire un one-shot. Comme je dis, on fait un truc le 8 mars et puis ça finit là et puis on n'en parle plus. Voilà, comment? Sur les rapports, c'est beau, mais ça ne changera pas l'affaire, quoi. Donc, ça dépend quel est votre degré d'engagement. Et si vous voulez vraiment vous investir sur les questions de diversité, d'égalité, on fait un diagnostic de où on en est dans la boîte d'abord, quel est le climat, et après, on série les activités qui vont bien. Des fois, il vaut mieux commencer petit, que ça marche. Les quick wins, là, un truc qui fonctionne bien, et petit à petit, on se développe. Des fois, je trouve que les sujets sur la santé, sécurité, l'organisation du travail, la parentalité, ça peut être un bon démarrage. Parce que, on est à peu près tous... mais après, y aller un petit peu plus pas à pas. Ça dépend vraiment de où vous êtes. Il n'y a pas de bonne recette. Parce que si vous appliquez un truc qui fonctionne bien dans une entreprise où l'environnement est apaisé versus une entreprise où c'est la crise économique, ça ne fonctionne pas bien, évidemment que ça ne sera pas reçu de la même façon. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et ça me fait réagir en plus parce que toi, Sandra, quand tu as pris ton poste, tu as exactement fait ça. Tu es passée par un diagnostic, je me souviens, on en avait parlé. Absolument. Au tout début, quand je suis arrivée, j'ai été très discrète ou pas. Le but, ça a été de regarder ce qui se passe autour, notamment les gens qui seront très réfractaires. Et c'est eux, justement, qu'il faut mobiliser en premier. Donc du coup, sensibiliser, oui, via des quarts d'heure RSE, c'est ce que je faisais, des formats très courts, des shorts, et on sensibilise sur le carbone, il y a eu sur le numérique, il y a eu sur la diversité et l'inclusion. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça où on va aller voir justement au fur et à mesure les salariés pour leur dire regardez ce que vous pouvez faire. Et alors le but du coup, c'est de prendre à part ceux qui sont plus réfractaires et de les mettre sur le devant de la scène.
en les faisant intervenir dans certains quarts d'heure RSE, quitte à parfois un petit peu les pousser à ce qu'ils soient un petit peu mal à l'aise. Et justement, c'est parfois les plus réfractaires qui deviennent les plus engagés après. Voilà. Donc ça a été un petit peu la phase de test au début. Donc là, c'était un diagnostic qui était beaucoup moins formalisé, mais plus informel, où on se base sur l'humain. Il faut aussi repérer les leaders, qui va être le leader et qui va lancer le mouvement dans l'entreprise. Parce qu'il y en a certains, absolument, qui sont très très leaders, notamment sur certains chantiers ou même au siège. Et donc du coup, c'est ces personnes-là qu'il faut prendre et qu'il faut cibler pour justement les entraîner. Et il y a aussi les convaincus naturels, qui étaient déjà convaincus et on a juste à prêcher exactement la même paroisse et ils étaient déjà convaincus avant. Et en fait, tout ça, après, forme tout un mouvement interne à l'entreprise. Donc ça, c'était la première phase. Après, il y a la phase où on sensibilise les gens par les quarts d'heure RSE. Après, on va voir la partie plus avec des politiques, où là, on va engager le reste et tout ce qu'il y a autour. Et pour finir, on va mesurer. Et là, on va mesurer et on va le mettre dans le rapport RSE. On va mettre des KPI, oui, mais pour que ce soit beaucoup plus chouette, on va mettre des véritables photos avec des vrais événements qu'il y a eu derrière et pas seulement un événement le 8 mars. On va en faire plusieurs le long de l'année et sur plein de sujets divers et variés. Bon, je pense qu'on a la recette. Hein. Je voulais plutôt apporter un témoignage. Je travaille pour le Village Production, on est une société de production de documentaires à impact et on sort un film au cinéma en février qui s'appelle Welcome to Europe et qui a pour objectif de déconstruire les idées reçues sur les exilés. C'est un travail de 5 années où on est allé à tous les postes frontières et on est allé interviewer aussi tous les plus grands experts aujourd'hui, François Héran, François Gémen qui sont au Collège de France, Benoît Hamon, Jacques Toubon sur les politiques, des activistes comme Cédric Héroux et d'autres. Et il se trouve qu'on a des grosses entreprises qui nous soutiennent comme Saint-Gobain. Et c'est juste un retour d'expérience sur une projection qu'on a fait au sein chez Saint-Gobain à la Défense, où en fait la problématique de Saint-Gobain, c'en est pas une, mais en fait ils ont énormément de travailleurs réfugiés, hein, on le sait, que c'est une main-d'œuvre qui est importante chez eux. Et en fait ce qui était intéressant dans cette projection-là, c'est que non seulement on a tenu à ce qu'un réfugié de chez Saint-Gobain soit avec nous sur scène pour le ciné-débat derrière, donc ça a permis à ceux qui savent, donc les réfugiés, de se sentir représentés et qu'on comprenne un peu ce qu'est le parcours d'exil et ce que sont les frontières de l'Europe aujourd'hui et ce par quoi ils sont passés pour arriver aujourd'hui et construire nos immeubles et compagnie, ou soigner nos vieux, ou soigner les gens. Donc il y a tout un côté empathique qui est intéressant. Donc ça c'est pour ceux qui savent, donc ils se sentaient représentés, et ceux qui ne savaient pas, ça leur a ouvert les yeux sur celui qui bosse à côté de lui au bureau et s'est rendu compte de ce par quoi potentiellement lui aussi il pouvait venir. Et on a trouvé ça intéressant et on réfléchit à Saint-Gobain par exemple. Dans notre film, on a un jeune réfugié afghan, pour finir, hein, qui est prof de yoga, et en fait, il est dans le film, ils l'ont vu, et Yadoula Moussaoui, pour ne pas le nommer, va venir donner des cours de yoga chez Saint-Gobain auprès des salariés, toujours dans ce cadre-là, pour continuer la relation, et dans ces cours de yoga, il raconte aussi son parcours d'exil, voilà. Donc je voulais juste témoigner de ce moment-là, moi je l'avais jamais fait, parce que nous on est plutôt en salle d'habitude, et non pas dans des salles de réunion, une salle de projection, parce qu'elle est énorme, celle de Saint-Gobain, mais c'était assez intéressant comme expérience, et on a vu qu'il y avait un impact après avec les discussions, voilà. Oui, alors merci, parce que dans le Nord, moi je viens de Lille, hein, on a eu aussi une entreprise qui accompagnait l'intégration. C'est intéressant parce que est-ce que c'est migrants, exilés, réfugiés? En fait, la dénomination pose question aussi. Et là, je retiendrai, exilés, donc ces personnes qui arrivent avec des parcours de vie incroyables. Et en fait, souvent on ignore parce qu'on ne pose pas de questions. Et en fait, quand ils dévoilent leur histoire, ça peut être aussi un élément de mobilisation et de début d'échange dans les entreprises qui est extrêmement fort, pour l'avoir vu moi-même. Donc, il faut que vous nous envoyiez le lien vers votre film. Mais la diversité, c'est aussi ça. Et nous, alors moi, j'ai souvenir d'un étudiant qui venait, je crois, d'Indonésie, qui avait un parcours de vie, qui avait dû faire 5 ou 6 pays, tout un parcours. Et en fait, quand il avait raconté son histoire dans la classe, je pense que tout le monde était admiratif et scotché. Donc on peut partir aussi de la richesse, de la diversité des expériences, et c'en est une. Et les entreprises doivent faire face à ça parce que c'est inéluctable. Toutes les projections démographiques le montrent, donc nous n'y couperons pas. Donc il faut l'intégrer dans sa réflexion. Merci beaucoup pour ces témoignages inspirants. On avait une autre question ? Bonjour et merci pour vos interventions à toutes les deux. Je voulais vous demander, quand vous parlez de diagnostic, est-ce que vous conseillez aux PME, ETI par exemple, de faire un diagnostic par une personne externe, un cabinet externe qui aurait une méthodologie spécifique
avec des baselines très spécifiques, ou plus vous dites, bon ben voilà, plus un diagnostic en interne, on mobilise la RH et on mobilise d'autres personnes. Et dans ces cas-là, qui vous mobiliseriez? Tout dépend du résultat que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de vraiment très carré, effectivement, c'est sûr que faire appel à un cabinet d'audit externe, c'est intéressant. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel, moi, je suis plus du genre à aller en interne, voir toutes les équipes, à aller moi-même voir la RH, à aller voir la DAF et aller voir tout le monde et dire, parce que c'est des gens qui sont dans l'entreprise depuis des années. Notre DAF, elle est là depuis plus de 20 ans dans l'entreprise. Donc, c'est des gens qui connaissent l'entreprise par cœur et qui connaissent les gens qui sont dans l'entreprise. Donc, je pense qu'après, il suffit juste d'avoir un bon process pour pouvoir poser les bonnes questions. Mais si c'est fait en interne, je pense que ça peut être plus authentique et peut-être plus humain que si c'est un cabinet d'audit externe. Il connaît peut-être moins bien la structure et moins bien les gens qui y travaillent. Après, c'est vrai que... D'accord, je vais me coller le truc. Un menton comme ça. Excusez-moi. Voilà. Parfait. Là, c'est bon. Oh my God, I'm sorry. Je disais interne, oui, mais parfois, nous, on n'est pas forcément conscients ou conscients de nos propres privilèges, de nos propres biais cognitifs. Aussi, oui. Et donc, oui, moi, même si j'ai la bonne volonté d'aller interviewer la RH ou d'autres personnes, je vais peut-être pas forcément penser à des personnes parce que moi, je suis blanche et donc j'ai des privilèges en tant que personne blanche, ou j'ai un logement et donc je suis privilégiée parce que j'ai un logement par rapport à des personnes qui n'ont pas de logement ou qui sont locataires, etc. Et c'est pour ça que je venais poser cette question. Est-ce qu'on peut se faire aider un petit peu pour ouvrir le panel des questions et pour vraiment être dans la vraie diversité sur tous les spectres qu'elle vient questionner, ou vaut mieux carrément faire appel à un cabinet externe? Voilà. Alors déjà, il y a l'AFMD, qui est l'Association française des managers de la diversité, qui a beaucoup de ressources. Donc ça vaut déjà la peine de se mettre en contact avec eux parce qu'ils ont aussi un site, il y a beaucoup d'éléments. En fait, l'enjeu que vous posez comme question, c'est la méthodologie. Par quoi on commence, comment on commence, et voilà. Donc vous avez... Effectivement, il y a l'externe. Donc, par exemple, si vous mettez dans une démarche de label, vous allez avoir une méthodologie. Des fois, c'est pratique parce que ça vous offre un cadre. Ça vous permet de faire la démarche comme des démarches ISO, par exemple. C'est un peu contraignant, mais au moins, ça vous donne des pistes et des outils de mesure. Après, c'est vous qui allez adapter. Parce que c'est vrai que, par contre, je suis assez d'accord avec toi, d'externaliser toute la démarche de diagnostic, en fait, c'est dommage parce que le chemin fait le mindset. Excusez-moi, j'ai plein de mots anglophones, c'est-à-dire la façon de penser. Et c'est-à-dire que de s'interroger collectivement, de se poser les questions collectivement au sein de l'entreprise, ça va aider aussi à la prise de conscience. Par contre, ce dont vous avez besoin, c'est une méthode et un outil pour conduire la démarche. Où là, ça peut être intéressant, c'est d'avoir peut-être quelqu'un de l'extérieur qui vous aide à conduire la démarche. Mais il ne faut pas qu'il la fasse à votre place. Donc parfois, vous avez des consultants qui vont animer par exemple des ateliers en intelligence collective, en facilitation, ce genre de choses. Ça peut être un moment collectif de prise de conscience. Donc moi, je pense que c'est la question que vous posez, c'est il faut une méthode, mais par contre, la méthode, il faut vous l'approprier en interne et il ne faut pas externaliser, sauf si votre ambition, c'est juste de remplir un rapport en externe. Et puis, mais si vous voulez que la démarche vienne alimenter la prise de conscience, en fait, il faut l'animer en interne. Donc le FMD, après il y a le label diversité, enfin moi je n'ai pas de paroisse en particulier là, mais vous avez tout un ensemble d'organismes qui développent ce genre de choses et là c'est à vous de choisir, donc il faut prendre son temps, il faut regarder, il faut aller se renseigner auprès d'entreprises aussi partenaires, peut-être il y a des fois des choses comme l'a fait Sandra avec des entreprises partenaires qui peuvent être faites parce qu'on est un peu moins seul quand on est à plusieurs à faire le processus. Voilà. Donc peut-être temps 1, faire son propre diagnostic de son côté, et temps 2, peut-être le questionner, Elodie, le faire questionner pour n'oublier personne. Je suis désolée, on arrive à la fin de cette masterclass. Merci beaucoup Stéphanie, Sandra pour ces échanges inspirants. À bientôt, belle journée.